Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de Point de bascule, votre magazine d'information préféré du mercredi soir. Et je suis ce soir en compagnie d'Alexandre Cormier-Denis. Bonsoir à tous, bonsoir Richard. Bonsoir tous. Et écoute, vraiment là... Oui, T'as le sens du décorum, je dois admettre. Oui, ben, j'ai hésité comme toi, Richard, aujourd'hui. Moi, j'ai pas hésité. Si je venais en cravate et veston. Ouais. Je vois que tu as pris la solution. Oui, non, vraiment, là, avec la chaleur qu'il faisait. Bon. Mais as-tu remarqué qu'on parle toujours de décorum? On parle jamais de décor femme. C'est bien vrai, Richard. Bon, dans notre cas, heureusement, il faut dire. Voilà. Grosse semaine. Cette semaine, Richard, beaucoup de choses sur le plan national. Et même un pavé qui nous tombe dessus en début d'après-midi. Enfin, qui tombe surtout sur le Parti libéral, soyons honnêtes. Sur le Parti libéral, oui, non, mais bon, enfin, quand même, c'est collectivement là qu'on accuse le coup. Oui. Robert Poëti. Exact. Démissionne. Il était ministre de quoi, là? Des contrats? Oui, bien... Il avait été placé là. Voilà. Il avait été un peu tassé suite à ce qui s'était passé au ministère des Transports du Québec. Ouais. Où il avait un peu compris qu'on ne dérangeait pas de manière si, je dirais, légère le régime libéral. Hein? Ce qui est intéressant, mais vraiment intéressant, c'est que sa démission tombe le jour même où on annonce que Ouellette, le député Guy Ouellette, oui, exact. se présente, malgré les accusations qui ont été portées contre lui par l'UPAC. Oui, et malgré... En fait, il n'y a pas d'accusation encore, hein? On s'entend. L'enquête, disons. Malgré l'enquête de l'UPAC à son sujet. Oui. Et malgré, sans doute, une certaine hostilité qu'il reçoit de la part du Parti libéral. Oui. Alors, pourquoi est-ce si intéressant de relier les deux? Bien, parce qu'on se souviendra que l'enquêteuse, comment qu'elle s'appelait déjà, Madame... Ah oui, l'amie, d'ailleurs, de Guy Ouellette. De Guy Ouellette. Était celle qui avait été recrutée par Robert Poëti pour faire enquête. Exactement. Sur le ministère des Transports. Sur le ministère des Transports. Ouais. Et on avait sorti un paquet de trucs. Alors, c'est intéressant de voir où sont rendus ces joueurs-là. Là. Mise en cause fortement par l'enquête de Poëti, une certaine dame sous-ministre au transport qui s'appelait Dominique Savoie, qui a été mise sur une tablette temporairement pour éviter d'exciter trop la critique, mais dont on apprenait tout récemment qu'elle était revenue et qu'elle, au poste, mais hautement stratégique, de charger des nominations de hauts dirigeants. Pour la fonction publique. Pour la fonction publique. Ah oui, d'accord. Pour le conseil exécutif. Secrétariat au... comment ça s'appelle? C'est le secrétariat? En tout cas, au poste supérieur. D'accord. OK? Imagine-toi. Ben, c'est... Oui, on voit on voit que le ménage... Ben, en fait, le ménage peut difficilement être fait aussi au Parti libéral parce qu'il y a un manque de troupes aussi. Écoute... C'est-à-dire que Couillard est quand même pris... Bon, là, il recrute 2-3 personnes. Alexandre Taillefer, qui ne se présente pas d'ailleurs comme candidat. On voit qu'il y a une certaine difficulté à renouveler Ben, écoute, d'abord, de toute façon, le fond est en train de lui lâcher entre les mains, littéralement. Tout à fait. OK? Et on est rendu, je ne sais pas, à 47 ou 48 députés qui annoncent leur... C'est du jamais vu, ça, dans l'histoire du Québec. Jamais. Ouais. Et parmi le nombre de partants, le Parti libéral est de loin celui qui est le plus affligé. Oui, hein? oui, je pense. Alors, c'est des signaux qui sont envoyés. Tout à fait. Et, alors, dans le cas de Poëti, là, c'est le pavé, là, vraiment, là, le gros pavé dans la mare.
On se rappellera d'ailleurs que M. Poitiers est un ancien policier. C'est un ancien policier. Il avait d'ailleurs été un peu nommé là pour faire le ménage de l'époque Couillard, de l'époque Charest, par le gouvernement Couillard. Bon, finalement, avec les dernières années qui se sont passées, on a bien compris que le régime Couillard était plus là pour cacher finalement les magouilles du régime libéral de Jean Charest plutôt que de faire le ménage. Hein. Ça semble assez évident. C'est plutôt la continuité. D'ailleurs, les électeurs ne s'y trompent pas. Non. C'est-à-dire, dans un sens, la désaffection pour le Parti libéral, c'est la conséquence des années Charest. Mais je vais te dire quelque chose. Poitiers s'en va. Mais crois-moi, il y a des boules puantes qui s'apprêtent à tomber un peu partout. OK? Oui, pour Couillard. Pour Couillard. Oui, oui, bien sûr. OK? Alors, à quel moment ça va survenir exactement? Difficile à dire. Il se peut même que ça ne survienne qu'après la défaite. Ah bon, d'accord, oui. OK? Mais de toute façon, la défaite, là, elle commence à être coulée dans le ciment. Oui, bon, en même temps, moi, je me méfie, Richard. Parce que le Parti libéral, oui. ils sont capables de rebondir. Mais tu sais, regarde simplement le coup de Taillefer, là. On voit bien que... Ah oui, non, ça lève pas du tout. Ça lève pas, hein? Non, pas vraiment. Bon. D'ailleurs, bon, il a fait un peu un Vincent Marissal de lui-même, hein, c'est-à-dire qu'il est arrivé en politique, il mentait déjà sur son appartenance au Parti québécois. Le Parti québécois a dû dire non, effectivement, il possède une carte du parti, il est bien membre, alors qu'il disait que finalement, il était membre du Parti québécois sans le savoir, ce qui ne fait En tout cas, aucun le sens. soufflet lève pas. Non, pas vraiment, non. OK? Non, tout à fait. Même qu'il ait été soufflé avant d'avoir été soufflé. Avant d'avoir levé, avant d'avoir été mis au four. Voilà. Autre bonne nouvelle, Richard, le barreau. Hein? Ah oui, ça c'est intéressant. Moi, évidemment, tu comprends, Oui, là, ma longue bien sûr. association au barreau, je touche. suis particulièrement sensible à Bien ce qui sûr. se passe. Alors. Et j'avais écrit un article dans lequel, tu te souviendras, il y a à peu près... Quelques semaines? Quelques semaines, oui. Dans Vigile, dans lequel je disais, le barreau, là, il s'engage sur une voie politique. Exact. OK? Or, je ne suis pas le seul à le dire maintenant. à avoir pensé ça. Ben oui. Il y a des centaines, des milliers même, d'avocats qui sont membres du barreau et qui ont laissé savoir la même chose à la direction. Alors, regarde à quel point c'est vicieux. D'abord, il faut se souvenir qu'il y a 2 poursuites qui ont été intentées. Voilà. Une par le barreau du Québec et l'autre par le barreau de Montréal. Oui. Quelle est la différence entre les deux? Mais rappelons aussi, pour les auditeurs, pour invalider les lois québécoises. Oui, c'est ça. Constater au motif qu'elles ne sont pas suffisamment bilingues. Voilà, exactement. OK? Écoute, ça fait d'abord, la loi 101 a été adoptée en 1976. Ouais. Tu comprendras que nous sortir ça en 2018, là, c'est comme il y a... C'est un peu bizarre. Il y a anguille sous roche. Hein? Oui, il y a anguille sous roche. D'ailleurs, on peut peut-être faire des liens avec certains événements. On va les faire. Ouais. Mais revenons d'abord au cas des 2 barreaux. Oui. Il y a le barreau du Québec. Alors, le barreau du Québec, c'est l'ensemble de la profession. D'accord. Et puis, il y a des barreaux dans chaque district judiciaire du Québec. Donc, il y a un barreau de Montréal, comme il y a un barreau de Saint-François pour Sherbrooke, comme il y a un barreau de Saguenay, comme il y a un barreau de Sept-Îles et la Côte-Nord, Alors, voilà comment ça fonctionne. Et donc, Montréal est une sous-section, mais Montréal a ceci de particulier, c'est que c'est à Montréal, et à un moindre degré à Québec, mais surtout à Montréal, que se retrouvent les grands cabinets qui sont directement branchés sur les réseaux de pouvoir. Bien sûr. OK? Et on devine lesquels. Et on sait lesquels. OK? Tu te souviendras qu'il y a quelques années, il y avait eu un bras de fer assez terrible entre le barreau, les avocats des grands cabinets et les avocats de province autour de l'élection de la fameuse bâtonnière Lou Kuan Yeung. Excusez-moi si je prononce mal son nom. Oui, ça avait défrayé la manchette. Ça avait défrayé. Et tu te souviendras que ça avait même été qu'à la fin de cette épouvantable histoire, qui est une honte pour le barreau, je le souligne, cette femme qui était l'épouse de Bellemare, Maître Bellemare, Marc Bellemare, OK, qui avait été ministre de la Justice sous Jean Charest,
que Jean Charest avait fait démissionner quand il avait réalisé que c'était... il n'était pas contrôlable. Voilà. OK? Et qui était sorti dans les médias, d'ailleurs, de manière assez agressive contre Couillard. Hein? C'est ça. Et contre Couillard, plutôt contre Charest, en disant que finalement, le mensonge était un peu l'ADN des libéraux. C'est ça. M. Bellemare a été très dur. OK. Mais tu sais, il faut comprendre qu'ils avaient été très, très loin, oui. Les libéraux. Ils avaient sorti des informations sur sa fille qui était danseuse dans un bar sur la rive sud de Québec. Pour le salir. Pour le salir. Oui, oui. Tu te rends compte? Tout à fait. Jusqu'où c'est allé? Oui, ils ont été... Alors, tu te souviendras que Maître Bellemare avait été particulièrement dur aussi au cours de la commission Bastarache. Et c'est lui le premier qui avait exposé tout le truc du ministère des Transports. Mm-hmm. Tu vois la continuité? Bien sûr. Hein? Alors, tu vois... Alors, dans le cadre de la commission Bastarache, on avait déblatéré sur le ministère des Transports et sur les liens de certains entrepreneurs, dont un certain Franco Favard, qui était organisateur libéral, qui avait bénéficié de millions de dollars de... Oui, ça c'était plutôt à la commission Charbonneau, non? Non. C'était à la commission Bastarache? Commission Bastarache. Ah, d'accord. Et ces sujets-là, ces personnes-là, n'ont jamais même été mentionnés à la commission Charbonneau, alors que, bien avant Laval, bien avant Montréal, le principal foyer de corruption, soyons clairs, le principal foyer de corruption dans la construction au Québec, c'était le ministère des Transports. Voilà. Et à la fin, comment est-ce que la chose avait été rendue possible? Tout simplement lorsque Jean Charest et la sacoche, tu te souviendras de Mme Jérôme Forgette, avait lancé le fameux concept de privatisation de l'État. L'État n'était plus... La réingénierie de l'État. La réingénierie, etc. C'est le terme qui avait été utilisé C'est le terme. 2003, bon, alors, la réingénierie de l'État, on avait finalement remis les clés du ministère des Transports aux entrepreneurs en leur disant le coffre, il se trouve à tel endroit, vous avez juste à piger dedans. Bonne chance, les gars. OK? Tu sais, il faut quand même être sérieux, là. Oui, oui. Et, oui, tout à fait. Bon. Oui, voilà. Et donc, on voit qu'il y a une politisation à ce niveau-là. Surtout, on voit la continuité. Oui, exact. Sauf que cette continuité que toi et moi, on illustre pour les fins de nos auditeurs, on est les seuls à le faire. Tu sais, vaguement, tu vas trouver des allusions à ça dans le Journal de Montréal. Un peu, oui. Aucunement dans la presse. Hein? Et très peu dans le... Très peu dans le Devoir. Dans le Devoir. Et pourtant, le directeur du Devoir, Brian Miles, est bien au fait. Bien au fait, parce que c'est lui qui a couvert. Alors, pourquoi le Devoir ne fait-il pas sa job? Ah, grande question. Hein? Pour les subventions? Ben... On peut se poser la question. OK. Donc, ça commence à être gênant, là. Parce qu'à la limite, pour la presse, on comprend un peu à cause des allégeances. Il fut un temps où la devise du Devoir était « fait ce que doit ». Oui, ça a changé, d'ailleurs. Ben oui, hein. Maintenant, c'est libre de penser, je crois, quelque chose comme ça. La bullshit totale. Oui. Mais bref, effectivement, ça a changé, la philosophie avec. On se rappellera aussi, d'ailleurs, que le Devoir est un journal fondé par Henri Bourassa, hein, c'est-à-dire un journal 1920. Oui, exactement. Okay. Nationaliste, assez proche des milieux catholiques. Là, on n'est plus du tout là avec le Devoir. C'est un peu quand même le journal qui fait la promotion de Québec solidaire. C'est-à-dire, la ligne éditoriale, c'est une espèce d'ambiguïté sur les questions nationales et très proche des thèmes sociétaux. Voilà, c'est la gauche progressiste. Oui, voilà. Mais, oui. Carrément, là, soyons clairs. Oui. La gauche libérale. Bon. Moi, j'ai le plus grand respect pour la gauche traditionnelle. La gauche conservatrice. Oui. Plus grand respect. Mais je t'avoue franchement que j'arrive pas à me saquer la gauche sociétale, dite, entre guillemets, progressiste. Oui. Alors que quand tu les regardes aller, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font, là? Eux, c'est la déconstruction totale. Oui, bien sûr. De notre État, de nos valeurs, de tout, de notre histoire. Mais même, et bon, finalement, sur la question nationale aussi, il y a une espèce de grande trahison aussi. Voilà. Globalement. Ben, c'est ça. Alors, le barreau. Revenons au barreau, parce que c'est là qu'il nous... Le barreau, là, le barreau du Québec, alors, il part en retraite, OK? Et puis... Le barreau de Montréal. Le barreau de Montréal
Assemblée générale demain, et il va battre en retraite. C'est ce que tu annonces. C'est ce que j'annonce. Parce que la contestation ne s'arrêtera pas si le barreau ne se rétracte pas. Ne se rétracte pas. Alors là, il cherche à sauver la face en disant, oui, on a fait une proposition, alors que les gens qui ont fait la contestation, mené la contestation contre cette décision-là, et ils sont nombreux, c'est pas des marginaux, là. Ouais. Ce sont une majorité des avocats de la province de Québec qui ont dit au barreau, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le barreau du Québec a été obligé de se retirer, faire marche arrière, OK? Ça fait un peu dur aussi. C'est un peu piteux. C'est pitoyable. Alors, tout ça participe d'un grand projet qu'il faut connaître, qui était celui de la ratification par le Québec de la Constitution de 1982. Le grand rêve de Philippe Couillard. Oui. Dont il nous a fait part d'ailleurs il y a quelques mois. Il nous a dit quand même Philippe Couillard pensait pouvoir profiter du rejet de la loi 99 par le tribunal qui s'est prononcé. Alors, la loi 99, souvenons-nous, là, c'est la loi qui parle, la loi de 2000 qui parle des droits et privilèges de la population et prérogatives de la population et de l'État du Québec, du peuple québécois et de l'État québécois. Voilà. OK? Dont on a parlé à maintes reprises ici. C'est ça. On se souviendra que cette loi-là avait été adoptée à une majorité simple à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, les libéraux de l'époque ayant refusé de voter en faveur. Exact. Mario Dumont, alors député de la DQ, avait voté pour. Évidemment. Bon. En 2013, on se souviendra que Pauline Marois, face à l'annonce par le gouvernement fédéral qu'il soutenait la poursuite intentée par Keith Anderson, avait fait une motion, je crois. Avait fait une motion à la loi 99. En soutien, en réitérant les principes de la loi 99. Et les libéraux, coincés à la veille d'une élection, n'avaient pas eu d'autre choix que de supporter la motion en question, qui avait donc été adoptée à l'unanimité, ce qui conférait de ce fait une légitimité à la loi 99 qu'elle n'avait pas au départ. Tout à fait. Bon. Et qui est encore plus confirmé avec le jugement. Ben maintenant, alors, imagine-toi que quelque part aux alentours du 17 ou 18 avril, si ma mémoire est fidèle, de cette année, cette année, la juge a rendu sa décision. Quelques jours auparavant, 5 jours auparavant, la contestation des deux barreaux sur les lois du Québec. Imagine-toi, ils ont franchement, ils ont raté leur coup. Ils s'attendaient à une décision favorable de la part défavorable, contre la loi 99 de la part de et en profiter un peu pour attaquer le caractère français de l'État du Québec. Non. Pour profiter carrément de dire, bon, écoutez, là, on va tourner la page, puis on va signer la Constitution de 82. Puis, en plus, on va profiter pour bilinguiser à outrance. C'était... Tu sais, il y avait un plan. Oui. Bon, d'ailleurs, on peut... Voilà, il faut voir aussi les forces à l'œuvre derrière, disons, et le barreau et la contestation par Keith Anderson, et se demander à quel point tout ça ne participe pas des mêmes réseaux. Comment? Bien, ce sont les mêmes réseaux. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien à se demander. Ce sont les mêmes réseaux. Oui, mais... Bien sûr. En souterrain, c'est évident que c'est la même chose. Et alors, ça nous amène à comprendre, c'est que le barreau est une institution importante qui est désormais contrôlée par le Parti libéral du Québec. Là, tu parles du barreau de Montréal. Et de Québec. Et du Québec. Les deux, tu sais. Mais là, on ne parle pas nécessairement des membres. Non, on ne parle pas des membres et puis on ne parle pas des sections, parce que dans la province, le portrait est différent. Ouais. Alors, le barreau, figure-toi donc, pour en revenir à lui, il a organisé son assemblée générale la semaine dernière à Montréal. Oui. Pensant pouvoir compter sur sa capacité de mobiliser les avocats des grands cabinets. Plutôt proche des libéraux. Comment plutôt proche? Très proche des libéraux. Très proche des libéraux, OK. Et mais, écoute, malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas gagné, ils ont perdu. Voilà.
Et 52 % des avocats, il y en avait 750 de présents, ont voté pour désavouer le geste du barreau et l'inviter à retirer. D'ailleurs, il y a désister de ces poursuites. Et d'ailleurs, il y a des gens qui demandent là, la démission. Hein? Ben, c'est le début. Ben ouais. Attention, là, on va assister à un règlement de compte assez épouvantable. Oui. C'est-à-dire que c'est le début des hostilités. Là. Oui. Ouais. Et là, comme d'un seul coup, là, il y a du monde qui se sont réveillés. Ouais. OK? Et ces gens-là, tu sais, des avocats, quand ça monte aux barricades... Oui. Ça aime ça aussi, la bagarre, un peu. Oui, ça fait partie de l'ADN. Oui, voilà. Voilà. Alors, tu te rends compte tout le tour que ça nous permet de faire. Oui, bien sûr. Et ça nous permet en même temps de comprendre à quel point les dossiers sont liés les uns aux autres. Bien sûr, mais ça, encore une fois, c'est la conséquence du régime libéral dans lequel on vit depuis 2003. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement des politiques d'austérité et puis, comment je dirais, simplement des politiques publiques. C'est aussi des nominations. C'est la prise de pouvoir de réseaux, notamment des réseaux, que ce soit justement dans le droit, que ce soit la nomination des hauts fonctionnaires, que ça se retrouve même dans les commissions scolaires. Hein? C'est-à-dire que les tentacules du réseau libéral... Sur tous les conseils d'administration de sociétés d'État. Exactement. Okay, ou d'organismes. C'est totalement tentaculaire, la nomination des juges, etc. etc. Ouais. Donc, on est vraiment face à un régime libéral, pas seulement un parti politique qui est au pouvoir là, depuis 4 ans avec Philippe Couillard. Et ça nous aide à comprendre ça et comprendre finalement la portée que ça a. Et ça nous aide à comprendre à quel point, à la prochaine élection, on n'a pas le choix. Ben oui. Enfin, on n'a vraiment pas le choix. Quoi que ce soit qu'on puisse penser du Parti québécois, OK, il demeure le seul à être capable de défendre les intérêts supérieurs du Québec et des Québécois. Mais d'ailleurs... En ce qui concerne la CAQ, on a... Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que les gens vont te répondre... On a tellement de preuves à tous les jours, rien qu'à voir les nominations... Oui, il y a une interchangeabilité entre la CAQ et le Parti libéral. C'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. D'ailleurs, dans le livre que j'ai écrit sur Charles Sirois et l'homme derrière François Legault, je veux dire, c'était déjà évident à ce moment-là, et ça ne l'est encore plus. Ça ne l'est qu'encore plus maintenant. Oui. D'ailleurs, signe manifeste de ça, Richard, la position de la CAQ sur le fait de transformer la presse en OBNL. Ouais. Le Parti québécois se met à poser des questions. Je sais qu'on en avait parlé les dernières semaines. Et tu étais un peu dubitatif sur la position de Lisée. Il semblerait que Lisée se soit un peu réveillé sur la question. Non, il ne s'est pas réveillé, il s'est ravisé. Oui, c'est ça. Il s'est ravisé. Il s'est peut-être fait dire... Il y a une différence. Oui, il s'est ravisé. OK, il s'est rendu compte que même au sein de ses propres troupes, ça tenait pas. Alors que la CAQ, par la voix de M. Bonnardel, a donné son accord à la tentative finalement de l'Empire des Marais de transformer la presse en OBNL. Alors, il y a un bonhomme qui s'appelle, au sein du PQ, qui s'appelle Pascal Bérubé. Oui, c'est un bon élément. C'est un bon élément. C'est lui qui a poussé... Mais il l'a bien fait. Oui. Et, je veux dire, Pascal Bérubé, c'était le bras droit... De Pierre-Carl Péladeau. Fait que, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a dû y avoir quelques petites conversations téléphoniques. On peut s'en douter, Richard. Hein? Oui, on peut s'en douter. Bon. D'ailleurs, ça nous amène sur un autre sujet. Là, Pierre-Carl Péladeau, il y a une sorte d'offensive médiatique un peu contre lui. Là. Il y a un actionnaire de TVA qui, finalement, affirme que... Alors, ça va plus loin que ça. Il est plus ou moins responsable. Non, on tente un peu de miner sa crédibilité. Écoute, c'est tellement drôle. Il faut aller voir sur le site de la Gazette l'article qui est apparu à ce sujet. Parce qu'il faut préciser que c'est un article qui est apparu dans la Gazette. Oui, en premier lieu, et ensuite, je pense, relayé par la presse. Okay. Mais il faut voir la photographie qu'on a choisie pour Pierre-Carl Péladeau. Oui, moi qui ai fait de la politique, je sais comment les médias utilisent les photos pour essayer de caricaturer et d'illustrer leurs points. Et on a choisi probablement la pire photo possible de Pierre-Carl Péladeau, où il a l'air franchement d'un croche. Oui, à dessein. À dessein, bien sûr. C'est tout fait, là. Tu sais, ils sont là à l'affût, les journalistes. Oui, hein. Ils guettent des moments d'inattention ou bien... Tu sais, ou quand les gens parlent, bon, c'est sûr qu'ils ont des drôles d'expressions. Ils font dire à des expressions
des choses que les expressions n'ont jamais dites. Bien sûr. Mais tactique bien connue aussi du bras droit levé. Hein. Un politicien salue la foule. Ben, c'est ça. Ben, on va prendre la photo au moment où il a l'air de faire un salut, il ne fait rien. Souviens-toi du poids de Pierre-Carl, du point de Pierre-Carl. Ah ouais, ben là, évidemment. C'était la débauche mais ça, totale. ça, à la limite, c'était assumé comme geste. Oui, oui. Mais en même temps, tu réalises à quel point ça avait été monté en épingle. Oui, bien sûr. Bon. Et on est tombé dans le panneau. Oui, bien sûr. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'enflure médiatique de la presse. Oui. Bon. Alors, je pense que ça a été un choc. Faut tellement être avisé et se garder contre des réflexes primaires. Oui, et comment je dirais, c'est ça, être avisé face à la propagande de l'adversaire. Voilà. D'ailleurs, bon, pour continuer sur le sujet. Alors, l'histoire de Pierre-Carl, c'est que il y a un actionnaire de TVA, de Vidéotron, figure-toi donc. Un actionnaire de Vidéotron, un francophone. Oui, Luc Proulx. Son nom est Luc Proulx. Je me souvenais même pas de son nom. Luc Proulx, qui a écrit au commissaire Bettman de la Ligue nationale de hockey pour lui dire de surtout pas accorder de franchise à Québec. Oui, parce que Pierre-Carl Péladeau est un homme d'affaires qui se mêle pas bon. Oui, qui se mêle de politique, il est un peu instable, etc., etc. Imaginez... C'est du sabotage, en fait. C'est une tentative de sabotage. Puis regarde comment les médias anglais en font leur chou-gras. Bien sûr. Mais encore une fois, on voit qu'on est... Alors, ça paraît pas nécessairement très clair pour la plupart des gens, mais on est quand même dans une forme de guerre médiatique. C'est-à-dire qu'on sait très bien... Mais j'espère que les gens sont conscients. J'espère aussi, mais tu sais... C'est ça. C'est pas si clair que ça pour tout le monde. Il y a qu'à suivre le compte, par exemple, Twitter de Pierre-Carl Péladeau pour voir à quel point il est offensif et, je dirais, à quel point il dénonce l'Empire des Marais. Ouais. C'est-à-dire l'influence souterraine des Desmarais dans la politique québécoise, que ce soit la Caisse de dépôt ou dans les autres institutions financières ou sur le Parti libéral. Alors, c'est un peu normal, dans cette espèce de guerre qu'il y a, qu'il y ait des coups qui soient donnés des deux côtés. Et je pense que cette initiative de M. Proulx, donc l'actionnaire qui appelle la LNH à se méfier de Pierre-Carl Péladeau, s'inscrit dans ce combat-là. Oui. Dans cette espèce de guerre souterraine. Mais regarde jusqu'où ça va, là. On est rendu qu'on a un actionnaire de Vidéotron. Oui, qui... Autrement dit, un gars qui est bien content de ramasser ses dividendes. Oui. OK? Mais qui, pensez-moi l'expression, chie sur la tête de Pierre-Carl Péladeau pour le noircir, le salir, dire que c'est un pas bon et empêcher Québec d'obtenir une franchise de hockey. Tu sais, avoue qu'on est rendu loin, là. C'est quoi, là, dans la trahison? Tu sais, il n'y a pas d'autre mot, là. Ouais. Oui, en même temps, bon, cet homme, il est proche de quel réseau? Il est avec qui? Est-ce que c'est un homme de paille? On ne sait pas. Moi, on ne connaît pas assez bien la personne, mais... Voilà, c'est-à-dire qu'avoir des parts dans Québécois quand on fait partie d'autres réseaux, peut-être même des Desmarais, ça fait du sens pour savoir ce qui se passe. Et pour justement envoyer des sortes de bombes puantes comme ça. Je sais que l'ancien ministre du Parti québécois, voyons, monsieur... le Robin des Bois des Banques. Yves Michaud. Monsieur Michaud avait lui-même des parts dans Power, je crois. Ouais. Et son raisonnement était le suivant. Il se disait, moi, j'ai des parts dans Power pour savoir ce qui s'y passe. Alors, c'était pas par adhésion idéologique, c'était simplement pour, finalement, surveiller de plus près ce qui se passait chez Power Corporation et les Desmarais. Alors, peut-être que c'est la même réflexion du côté de cet actionnaire. Hein? Bon, vu qu'on est sur le sujet des Desmarais, on va liquider le cas de la presse. Oui. OK, tant qu'à y être. Bien sûr. OK, et tu as vu là que la presse n'a pas réussi à obtenir le consentement unanime de la Chambre pour présenter le projet de loi. Voilà. Il y a encore un espoir, mais mince. Mince. OK, d'abord Jean-François Lisée, qui s'est, comme on l'a dit tout à l'heure, ravisé. Ravisé. OK, et qui est maintenant opposé. Il n'est pas opposé. Ce qu'il dit, c'est que donnez-nous l'assurance que la famille Desmarais ne sera plus associée à la gestion de la presse. Et puis là, on envisagera peut-être de vous accorder ce que vous demandez. Exactement. Martine Ouellette va plus loin. Fort heureusement qu'elle est là. Oui. Je t'avoue franchement que
Moi aussi, c'est la grande surprise, Martine Ouellette, là-dessus. OK, là, c'est vraiment extraordinaire qu'elle soit dans la position de pouvoir bloquer. Et alors, imagine pour ces gens qui se sont imaginés au-dessus des contingences, qui sont imaginés qu'ils avaient le contrôle du Parti libéral, de la CAQ, même de Jean-François Lisée. Et parce que, comme par hasard, tu te souviendras que la semaine avant qu'ils déposent leur projet, il y avait 6 reportages. 6! Pas 1, 6! Reportages de la presse sur Jean-François Lisée qui le peignait sous un jour positif. Il devait être content parce qu'il a vu les sondages. Ben oui, alors c'est ça, sans doute, ce qui explique qu'au départ, il était dit, bon, d'accord, je suis ouvert. Mais il s'est ravisé. Oui. Après on peut lui donner ça. Après le petit coup de grelot de notre ami Bérubé. Oui. Pascal Bérubé. Mais tant mieux, en fait. Effectivement, là-dessus, c'est vrai que Martine Ouellette, c'est comme... D'un seul coup... C'est quand même une surprise. Elle vient de faire la preuve de son utilité. Oui, tout à fait. Ah ben, tout à fait. Bon, tu me diras, c'est son utilité à Québec et non à Ottawa, mais bon. Non, ça va plus loin que ça, parce qu'il faut comprendre, l'emprise des Desmarais, elle n'est pas limitée à Québec. Ah ben non, bien sûr que non. Okay. Ah ben là, oui, ça c'est évident. Alors, elle se rend même outre-Atlantique. Alors, dans ce sens-là, le fait d'être capable de mater... Oui. Échec et mat. Oui. Le projet de la presse. Le projet quand même pitoyable. OK. Payé pour nous faire croire qu'ils vont faire un cadeau de 50 millions, alors que le 50 millions, il va sortir de nos poches. Bien sûr. Parce que c'est déductible d'impôts. Bien sûr. Hein? Et en plus, ça leur coûte probablement moins cher, 50 millions, que les déficits de la presse. Bon. Alors, ils sauvent de l'argent, en plus. En plus. Puis, en plus, c'est nous qui allons le payer, le 50 millions. Oui, bien tout à fait. Imagine-toi. Tout ça pour nourrir la propagande des Desmarais. Plus gros que ça, là, tu meurs. Oui. Alors, il fallait voir la face des confites de M. Crevier, qui est le président. Oui. Et puis... M. Levasseur, je crois. Oui, Pierre Elliott. Pierre Elliott Levasseur. C'est un prénom charmant. Déconfite complètement devant la décision. Et donc, ça veut dire que les chances pour que le projet soit accepté d'ici la fin de la session, oublions ça. Ouais. Et même à l'automne, ça risque d'être compliqué parce qu'il va falloir convoquer en commission parlementaire Alors, intéressant, parce qu'au départ, on parlait de convoquer André Desmarais. Ah! Parce que c'est lui, en fait, théoriquement, qui est président éditeur, qui est D'accord. président. Mais on a appris aujourd'hui dans la presse que ça ne serait pas André Desmarais, que ça serait Paul Desmarais Jr. D'accord. Moi, ça fait un petit moment que je soupçonne qu'il y a de l'eau dans le gaz. Entre les deux. Chez les Desmarais. Oui, d'accord. Et ça a coïncidé avec les problèmes de santé d'André Desmarais. Il faut comprendre qu'André Desmarais, lui, il s'occupait de la Chine. Et puis que Paul Desmarais, lui, junior, s'occupait de l'Europe et des relations avec la famille Frère. Oui, d'accord. OK. L'un n'étant pas trop au courant de ce que faisait l'autre et se faisant naturellement confiance. Mais lorsque l'affaire de Lafarge a éclaté... Oui, en Syrie. C'est Paul Desmarais Jr. qui est au bat, parce que c'est lui qui est membre du conseil d'administration des compagnies du holding de Lafarge, et qui est membre du conseil d'administration de Lafarge-Holcim, né de la fusion de Lafarge et de Holcim, la compagnie suisse. Alors, il y a des choses là qui sont certainement dites et qui... Oui, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de la bisbille entre les frères. C'est ce que tu supposes, en tout cas. C'est ce que je suis bodard. Oui, je comprends. OK. Et les événements vont nous le prouver là, assez rapidement parce que c'est en train de tout se défaire, là. Oui. OK? Ils ont réduit considérablement leur participation dans Total. Ouais. Ils ont éliminé leur participation dans Engie, qui était le nouveau nom de GDF Suez. Mm-hmm. Alors là, il se passe des choses, tu sais. Oh, et oui, et la presse, la presse va extrêmement mal, là, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, au Québec, de manière extrêmement directe. Voilà. Là. Ça, c'est bien. Sinon,
pour continuer un peu dans la veine des actualités avec Pierre-Carl Péladeau, on a eu aussi une sorte de déclaration là, de la présidente, très jeune présidente du Parti québécois, disant « Bon, je ne pense pas que Pierre-Carl Péladeau va faire son retour en politique d'ici octobre 2018, donc pour les prochaines élections. » Alors, on peut se demander, est-ce que c'est parce que le Parti québécois a approché Pierre-Carl Péladeau et qu'il n'a pas voulu se joindre à l'équipe? C'est une possibilité. Ou, deuxièmement, tout simplement, ils n'en veulent pas. Mais... Ben, écoute, Alexandre, réfléchissons 2 secondes. Là. Quand tu as été chef du parti, puis quand tu es un gars comme Pierre-Carl Péladeau... T'es pas là pour être Est-ce que tu es là pour être second violon? Non. Non. OK. Il a dit lui-même. Il aurait peut-être été et accepté ce rôle-là au moment de son recrutement en politique à cause de son statut de novice sous Pauline Marois. Oui, bien sûr. Mais entre toi et moi, là, Pauline Marois, avec Pierre-Carl Péladeau dans le dos, elle aurait été vite tassée. Bon, on se rappellera quand même de la scène de la conférence de presse où c'est elle qui l'a tassée, d'ailleurs. Oui, je comprends. C'était symboliquement très fort. On sentait que... Oui, mais bon, elle était en contrôle. Oui. OK. Et bon, puis, ça, c'est mal fini, là, au niveau électoral. Mais tu comprends que c'est pas des genres de gestes qui laissent des bonnes impressions. Des bonnes impressions. Non, évidemment, okay. évidemment. Alors, non, mais ça, c'est sûr. C'est-à-dire, de toute manière, il l'a dit lui-même, il est en réserve de la République. Alors tu sais, moi, je vois pas du tout Pierre-Carl Péladeau en second violon. Ben non, personne ne l'imagine comme ça, en fait. Oublions ça. Ouais. OK, c'est juste pas dans son ADN. Non, exact. D'accord. Alors... Donc, un retour, peut-être, mais pas dans ces conditions. Non. Et je pense que... il attend de voir comment les choses vont se passer. Bien sûr. Un peu comme... Oui, tout à fait. Comme beaucoup de monde. Ben, oui, c'est ce que j'allais dire, comme nous tous, à quelque part. OK. Sinon, diplomatie internationale sur la francophonie. Hein. C'est l'élection prochaine d'un nouveau président de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et là, Michaël Jean, ça va pas très bien. C'est-à-dire elle rame dans la gravelle. Là. Ouais. Là, il y a une succession de scandales. Alors, tu te souviendras que lorsqu'elle a été élue, elle avait le soutien du gouvernement fédéral. Oui, bien sûr, du Canada. Sous Harper. Oui. Le soutien du gouvernement français sous François Hollande. Oui. Et évidemment, le soutien de Couillard. Exact. Bien sûr. Bon. Est-ce que c'était Couillard à ce moment-là? C'était Charest. C'était Charest. Bon. Enfin, gouvernement libéral, quoi. OK. Puis donc, tu te rends compte, là, que d'un seul coup, on apprend que la France, cette fois-ci, propose la candidature de la présidente du Rwanda. Ouais. Oh, OK. Et que le gouvernement du Québec, lui, fait la fine gueule devant Michaël Jean à cause de ses frasques. Ouais. Et puis que le gouvernement fédéral est obligé de la soutenir parce qu'il n'y a pas le choix, parce que c'est une ancienne gouverneure générale. Franchement, il n'y a pas le choix. Ça serait très mal vu. Mais on sent aussi également qu'il n'y a pas un grand enthousiasme. Non, même chez Couillard. Non, même au gouvernement fédéral. Même au gouvernement fédéral, oui. OK, j'ai pas vu une grosse défense de Michaël Jean par Justin. Hein? Oui, par Trudeau, ni Mélanie Joly. Non, OK. Alors, on voit bien là que les carottes sont cuites pour Michaël Jean. Oui, l'étoile a pâli de la journaliste un peu... Et ça va être épouvantable, parce que lorsqu'elle va perdre son poste, alors là, mon cher... On va en apprendre des vertes et des pommes. Non. Tu crois pas? Ça va être le concert d'injures qui va s'abattre sur elle. Ah. Et ça va venir de partout. Oui, possible. OK? Mm-hmm. Alors, haro sur le baudet, tu te rappelles? Hein? Sinon, elle avait tondu Dupré la longueur de sa langue. Tu te souviendras comme le baudet dans la fable de Les animaux malades de la peste de La Fontaine. Ah non, je ne connais pas cette... Tu la connais pas? Non, je ne connais pas cette fable, mon cher Richard. Ah, écoute, c'est une des meilleures. Ah, bon. Alors, je me renseignerai. Oui. Non, je connais les plus... Renseigne-toi pas, lis-la. Je vais la lire. Je vais me renseigner pour la lire. Google, les animaux malades de la peste, direct. T'as pas d'excuse. La magie d'Internet. Voilà. Bien sûr. Autre chose, Richard, c'était donc le Conseil général du Parti québécois. Hein? Ouais.
où on a eu une espèce de... Je dirais, on a eu une idée de ce à quoi allait ressembler la campagne électorale du Parti québécois, c'est-à-dire quand même assez orientée à gauche, hein? C'est-à-dire gratuité scolaire, la question écologique, la présentation voilà, d'une espèce de minibus de campagne. Donc, on voit que le Parti québécois semble axer sa campagne électorale vers, je dirais, des thèmes de la social-démocratie. Non. Si c'était ça, moi, j'aurais pas de problème avec ça. OK? Ce qui me dérange, c'est que le Parti québécois, malgré la rebuffade de Québec solidaire, continue de pêcher à gauche. Oui, bien sûr. Oui. Alors que c'est l'électorat francophone semble il est au centre. Voilà, il est au centre et c'est la CAQ qui a le vent dans les voiles, c'est pas Québec solidaire. Le PQ, alors on peut se poser des questions au niveau stratégique. Ben oui, parce que le PQ a succombé au syndrome de Montréal. Oui, tout à fait. Hein? Oui. Et, tu sais, vous avez vraiment être conscient là, que Lisée, dans son propre comté... Son comté est à Montréal. C'est à Montréal. Il est Rosemont. Ça allait déjà pas bien. Puis là, il y a Marisal dans les pattes qui vient de Québec solidaire. Oui, bon, en même temps, les derniers sondages pour Marisal ça va pas très bien pour Marisal non plus. On se comprend. Enfin. Et puis, en plus, il a été obligé de... Il s'est fait tasser. C'était intéressant. Et on a appris aujourd'hui qu'il était encore lobbyiste. Hein? Oui. Ben oui. Et puis, alors, le gars qui nous a appris ça, c'est Denis Lessard. Tu comprends-tu que Denis Lessard est en train de régler des comptes avec Marisal? Oui, exactement. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, Marisal est parti en mauvais terme de la presse, parce que la presse lui tire dans les pattes. Là. Voilà. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça ne doit pas être Non. Alors, ils sont vraiment... Puis alors, tu vois, ça, c'est l'exemple parfait d'un gars là, qui s'est imaginé que sa carrière était assurée de ce côté-là, que c'est le pur opportuniste, tu le vois, son adhésion. Oui, OK? On aurait pu aller au Parti libéral du Canada. Et puis dire qu'il avait voté souverainiste pour le référendum. Bullshit total. OK, mais là, il se fait coincer. Et puis, à la fin, il va se retrouver barré partout. Exact. Mais ça, c'est un type, tu vois, je me suis dit, après avoir vu sa sortie, il avait l'air plus intelligent commentateur qu'acteur. C'est-à-dire qu'à force de répéter un peu des lieux communs, on peut facilement avoir l'air brillant. Et puis, une fois devant la caméra, on se dit que ce type n'était pas si brillant que ça. On l'avait peut-être un peu surestimé. Largement. Ouais. Et c'est ça aussi, hein, être dans les réseaux un peu... dans le pouvoir. Voilà, les réseaux de pouvoir. Sa fortune était assurée par le pouvoir. Exact. OK? Et d'un seul coup, il se met en marge, ou il se retrouve en marge, puis il n'est plus... Il n'est plus grand-chose. Non, il est a big nobody. Ouais. Hein? Ouais. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, le Parti québécois semble, comme tu l'as bien dit, chasser sur les terres solidaires. On verra ce que ça donne au niveau électoral. Moi, je crains malheureusement que l'électorat francophone, le cœur de l'électorat, de ce qui représente normalement l'électorat péquiste, soit un peu plus centriste que ça. Hein? Ben oui. Et c'est une des raisons... C'est ma conviction personnelle aussi, là. Et d'ailleurs, il y avait c'est incompréhensible. Mais bon, ça fait rien, ça change rien au fait qu'on n'a pas le choix, il faut pas voter PQ. Oui. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'a compris la CAQ, hein? Ben oui. C'est-à-dire qu'il y a un recentrage un peu de la CAQ aussi. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'on se rappellera, il y a quelques années... Ils ont eu un congrès là, récemment. Voilà, c'était le congrès cette fin de semaine, en même temps d'ailleurs que le Parti québécois. Et on se rappellera que la CAQ voulait se présenter comme une espèce de parti gestionnaire, droite économique, s'attaquer aux fonctionnaires, réduire le nombre de fonctionnaires. Tout ça est un peu là, on est en train de... C'est très intéressant parce qu'au cours des derniers mois, certainement au cours de la dernière année, on a vu et on commence à comprendre que les recettes du néolibéralisme là, nous mènent droit dans le mur. Oui. OK? Et c'est vrai ici et c'est vrai partout. Oui. Et d'ailleurs, en Europe, oui, on y reviendra tout à l'heure avec le cas d'Italie, mais c'est assez évident. Oui, tout à fait. OK. Alors, qu'est-ce que tu veux traiter à part ça? Ma foi, voilà, donc congrès de la CAQ, recentrage. Sinon, bon, au Parti libéral... la succession, écoute, on va commencer par assister à l'écrasement, l'effondrement. Parce que, tu sais, c'est curieux, hein?
ce qui est en train de se produire au Parti libéral. L'image qui m'est venue aujourd'hui, c'est le meltdown du cœur d'une centrale nucléaire. Ah oui, d'accord, je comprends. OK? C'est pas une belle image. Non, c'est vraiment pas une belle image, mais ça ressemble à ça. Oui, le problème, c'est que ça fait des dégâts. Des gros dégâts. Ouais. Et attendez-vous, en fait, que l'effondrement du Parti libéral provoque un tsunami d'une rare ampleur. Mais il va y avoir, j'imagine, des soldats qui vont être là pour reprendre le flambeau assez rapidement. Oui, mais... Moraux dans l'ombre. Quand il n'y aura plus de gardiens, ouais. OK, aux portes, ouais. On va voir tout s'effondrer. C'est régulièrement ce qui se produit. Hein? Ouais. Et on est... Il faut voir ce qui est arrivé au Parti libéral. Le Parti libéral a perdu... En fait, le Parti libéral a cessé d'être le Parti libéral à la mort au départ de Bourassa. Oui. OK? Dès son remplacement par Daniel Johnson Fils, là, il est sombré dans le néolibéralisme. OK? Avec Charest, on n'en parle même pas. OK? Avec Couillard, encore moins. Il n'y a plus rien de libéral dans le Parti libéral depuis le départ. Oui. Imagine-toi, Bourassa, lui, pouvait encore se présenter devant les caméras et parler avec autorité et avec le grand respect de tout le monde des intérêts supérieurs du Québec. Ah, oui. Oui. Hein? Je veux dire, est-ce que tu as vu un seul de ses successeurs? Mais ça... enfin, je veux pas commencer un débat avec toi là-dessus ce soir, Richard, mais est-ce que c'est pas un peu la conséquence de la défaite de 95 aussi? C'est-à-dire que ça a tellement refroidi le Parti libéral, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, si on fait quelques demandes nationalistes que ce soit à Ottawa, Ottawa va nous dire non, ça va faire lever le oui au Québec et le camp souverainiste. Et donc, on est face à un Parti libéral qui n'a plus d'ambition nationale. Non. Qui n'a plus d'ambition nationale parce qu'ils savent très bien que c'est leur adversaire qui va en bénéficier. Daniel Johnson Fils, c'était le pion qu'avançait Paul Desmarais. Oui. On se comprend? Oui, pour des raisons... Jean Charest, c'était capitaine Canada, fédéraliste bord en bord. Tout à fait. OK? Tout à fait. Ben, d'ailleurs, qui était un peu le chef de la campagne du non en 95. OK. Alors, tu vois là que la partie était jouée à ce moment-là. Bourassa est le dernier premier ministre libéral à avoir défendu les intérêts du Québec. Ça, je suis d'accord avec toi. Et je me souviens même d'avoir eu des discussions personnellement avec Bourassa, OK, qui m'expliquait pourquoi il ne fallait pas renoncer à la pleine propriété sur Hydro-Québec pour contrer les ambitions de Paul Desmarais. On est très loin de là. On est loin de là, hein? Oui. Okay. On peut dire que là... On est en train de travailler sur certains dossiers, là, et les engagements, à l'heure actuelle, là, les engagements du Parti libéral envers des éléments qui contribuent à privatiser Hydro-Québec sont de l'ordre de 40 milliards de dollars. Ouais. Imagine-toi. Oui, faut-il qu'on soit riche en maudit pour être capable de se permettre un luxe pareil? Oui. Et on sait que c'est un bijou qui est convoité par les Desmarais depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Donc, alors, quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables de l'avoir tout d'un morceau, ils ont décidé d'y aller petit à petit, en grignotant ici et là. D'ailleurs, c'est ce qui aussi doit réveiller un peu les nationalistes sur la CAQ. Hein? C'est-à-dire qu'on sait que la CAQ est assez proche de ces thèmes-là aussi. Puis ben oui. Ils ne résisteront pas beaucoup aux questions de privatiser Hydro-Québec. Hein? Non. C'est-à-dire à l'enjeu ni de la SAQ, ni de rien. Non, exactement. Au profit de qui? Ben, probablement pas des Québécois. Hein? Non, on se comprend là-dessus. Ouais. Donc, c'est là aussi où la CAQ, même si on peut, moi, par exemple, je parle à mon nom personnel, je peux être d'accord sur certaines propositions en matière d'identité nationale ou en matière de réglementation des accommodements raisonnables, voire même de la réduction de l'immigration. Même, je trouve qu'ils vont pas assez loin, évidemment. C'est l'aspect le plus séduisant de la CAQ, mais ce qu'il y a au fond, c'est-à-dire
je dirais, ce qu'il y a derrière cette espèce de vernis bleu poudre de la CAQ est extrêmement inquiétant. C'est curieux, hein? Je suis tombé, ça donne comme ça, je suis tombé aujourd'hui sur un article d'un Britannique qui s'appelle Alistair Fraser et qui explique que la situation grave dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Angleterre est due aux privatisations à outrance faites par Mme Thatcher. Ouais. Et au fait qu'aujourd'hui, l'État britannique, il n'y a plus rien qui lui appartient. Mm-hmm. Et que c'est grave, il n'y a plus de levier. Mm-hmm. Il n'y a plus de levier économique. Il nous reste encore un levier économique, il nous en reste deux. Il nous reste Hydro-Québec et la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt, et ça, il faut se tenir à ça comme à la prunelle de nos yeux. OK? Même si, pour l'instant, disons, elles ne sont pas nécessairement dans de très bonnes mains. Voilà. Bon, alors, rapidement, parce que je vois que le temps avance, on n'a toujours pas sauté à l'international, Richard. Brièvement, alors, il y a une candidate qui porte le hijab, qui se présente pour Québec solidaire, Ève Torres, qui a fait des déclarations. Elle a gagné l'investiture de Québec solidaire. Et elle a fait une déclaration assez drôle. Elle dit « Ah, moi, j'en ai marre qu'on parle du voile. Il faut dépasser le débat sur le voile. » Elle dit ça alors qu'elle-même porte le voile. On a envie de lui dire, si on veut arrêter d'en parler, il faut arrêter de le porter. Voilà. On va régler ça assez rapidement. Sinon, voilà, encore une fois, des universitaires, notamment formés à Londres, qui affirment qu'il y aurait une radicalisation des musulmans au Québec à cause de la charte de laïcité. On peut quand même se poser des questions, hein, parce que la radicalisation des musulmans, elle ne se fait pas juste au Québec. Hein. En Belgique, là, il y a eu un attentat récemment. Est-ce que c'est vraiment à cause de la charte de Drainville? Je ne crois pas. Bon, écoute, il reste plusieurs sujets, là, mais on va se limiter. La déclaration de revenu utrudique, bon, ben, on en a parlé. Tout à fait. Trudeau dit non. Trudeau dit non. Il n'y en a pas question. Et quelque chose d'un peu intéressant, je sais que tu n'y crois pas beaucoup, le Parti conservateur du Canada semble ouvrir la porte. Oui. Mais tu sais, le Parti conservateur... Pour gagner des votes au Québec. Moi, ça fait longtemps que je le connais, puis je l'ai vu faire dans le passé. Ça ne te convainc guère. Puis, je veux dire c'est... Non, il y a une histoire. Comme disait Yogi Berra au baseball, il dit « déjà vu all over again ». Oui. On connaît ça. OK. Trans Mountain racheté par Ottawa. Ça, c'est de la grosse nouvelle. Oui, 4 milliards pour Kinder Morgan. Alors qu'il y a 15 ans, quand Kinder Morgan a acquis le pipeline en question, ça y avait coûté 500 000 $. Donc, c'est une très belle plus-value de 4 milliards de dollars en l'espace de 15 ans. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui ont réussi à multiplier leur capital par 5 en 15 ans? Moi, j'en connais pas beaucoup. Non, moi non plus. OK. Même la Caisse de dépôt ne fait pas des rendements aussi spectaculaires que ceux-là. C'est assez drôle quand même, Richard, là-dessus, de se dire que Justin Trudeau, qui se présente comme une sorte de progressiste à l'international, quand il est confronté à la réalité de la géopolitique énergétique canadienne, il semble être une espèce de valet des lobbies pétroliers. C'est quand même un peu plus compliqué que ça, là. Le lobby pétrolier, tu sais, il faut comprendre que l'Alberta constitue en elle-même le lobby pétrolier. Oui, voilà. Bon. Alors, l'Alberta, c'est quand même une province du Canada, et c'est une province qui, à cause de sa richesse pétrolière, contribue beaucoup. Oui, et est en mesure de contribuer encore beaucoup. Petit poisson deviendra grand pourvu qu'on lui prête vie. Hein? C'est une autre fable de La Fontaine, ça, je te le signale. Une autre à lire, alors. OK, une autre. Alors, donc, on peut comprendre que Trudeau pose le geste qu'il pose. Cependant, il faut comprendre que ça nous indique, nous, à quelle sauce on risque d'être mangé. Ben oui, voilà. Voilà, et comment Énergie Est risque va sortir comme le monstre du Loch Ness, là. Oui, c'est ça. Okay. Bientôt, voilà. Et puis, c'est un très grave problème pour même Trudeau sur le plan électoral, parce qu'il a besoin des circonscriptions quand même en Colombie-Britannique. Oui, sauf que, d'après ce que j'ai compris, là, des derniers sondages en Colombie-Britannique, il y a une majorité des Britanno-Colombiens qui seraient en faveur. D'accord. Mais tout ça, c'est assez...
Oui, il faut prendre ça avec des pincettes. avec un grain de sel, d'autant plus que le gouvernement fédéral a très intérêt à l'heure actuelle à ce que les sondages disent ça. Oui, exactement. Et on sait un peu comment ça marche, les voilà, puis on sait à quel point c'est facile d'organiser les sondages à sa sauce. Oui, exactement. OK? Et puis qu'on sait que le fédéral est passé maître dans cet art-là. Alors... Autre chose, peut-être, à moins que voulais-tu rajouter quelque chose là-dessus, sur le Trans Mountain, on regarderait comment ça se déroule. Ça va... Chose certaine, c'est que ça ne passera pas comme du beurre d'emporte. Non, c'est ça. Et je pense que la pression va pas mal augmenter. Oui. D'ailleurs, les conservateurs mettent beaucoup de pression sur Trudeau. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'eux, évidemment, ils se présentent comme les défenseurs de l'Alberta. Puis, exactement. Alors, ils vont nécessairement ruer dans le Bacu. Et présenter Trudeau comme une incompétence, ce qui n'est pas totalement faux. Non, mais soyons honnêtes. Voilà. Sinon, le vérificateur général ça aussi, c'est spectaculaire. Du Canada fustige la mauvaise gestion. Hein? Hey, Monsieur Anderson, ce bonhomme-là, il faut chapeau. Ferguson, il s'appelle. Ferguson. Chapeau. Il y a quelques années, lorsqu'il a été recruté, tout le monde avait crié haro sur le baudet parce qu'il ne parlait pas français. Moi, j'ai écouté ses entrevues hier et je dois t'avouer que j'ai été estomaqué. Bon, il parle l'anglais, le français comme avec une patate chaude dans la bouche, comme le font beaucoup d'anglais. Ouais. Mais sa syntaxe et son vocabulaire sont parfaits. Ah, d'accord. OK? Il a un vocabulaire extrêmement développé, extrêmement précis. C'est un monsieur qui est très précis. Et quand tu vois un anglophone jongler avec les par laquelle, les sur laquelle et à propos de laquelle, au propos duquel, tu comprends qu'il a maîtrisé quelque chose que bien des Québécois ne maîtrisent pas. Oui, donc tu es sensible à cet aspect-là. Tout à fait sensible. Mais il y a plus que ça. Mais il y a beaucoup plus que ça, parce que c'est un homme d'une grande compétence et d'une grande rigueur. Ouais. Et l'analyse qu'il fait de la situation au fédéral, dans la gestion des dépenses publiques, mais alors, accablante. Ouais. Catastrophique. Catastrophique. Et il y a plusieurs dossiers. Tu sais, le dossier, le Phénix de la paye, là. Exact. Ah oui, ça, c'est incroyable, ce dossier-là. Imagine, là. Des gens qui n'arrivent pas à être payés. Des fonctionnaires du fédéral qui n'arrivent pas à être payés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais alors, vois-tu... Ça fait pays du tiers-monde. Excuse-moi, je te coupe. Tout à fait. Ça fait ah oui, République du banane. Ouais. OK? On se croit au Botswana. OK. Alors, intéressant parce que le diagnostic du vérificateur général donne ouverture à un recours par les fonctionnaires contre le gouvernement fédéral pour tous les dommages qu'ils ont subis. Les arriérés de paie, etc. Les arriérés, les hypothèques... bien sûr, on a payé. Ben oui, c'est épouvantable. Et là, un recours en bonne et due forme, collectif, intenté par les fonctionnaires fédéraux contre le gouvernement fédéral. Crois-moi, on n'a pas fini de rigoler. Pont-Champlain. Ah ben oui, là... L'aberration. Ouais. Ça devait être un PPP. Ça devait coûter moins cher parce que c'était un PPP. Hey, ça m'a coûté 1,5 milliard de plus. Ouais. Et au bas mot. Et évidemment des délais. Et des délais insupportables. Bon, mais ça, en même temps, on a l'impression que la construction, c'est vraiment une corruption systémique. Là. C'est ça. On a un très grave problème. Là, dans ce OK. Pays. Justice militaire, apparemment, là, c'est le bordel total. Ouais. OK. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est inacceptable. En même temps qu'il faut s'en méfier parce que il faut comprendre que les militaires, ils ont besoin de leur personnel. Oui. Et donc, administrer la justice, tu comprends que s'ils sont trop sévères, ils n'ont plus de soldats. Oui. Alors, tu comprends qu'il y a comme un conflit d'intérêts, là? Oui, oui, puis surtout que, bon, tu sais, dans l'armée, les théories les plus délirantes qui ont pénétré, hein? Ouais, LGBT, transgenrisme, etc. Ouf, tu me donnes chaud. Oui, excuse-moi. Je ne l'ai pas affecté ton moral, Richard, mais bon... Non, mais ça, là... puis ensuite, le dernier dossier, là, c'est le Canada n'a aucune idée de ce qu'il fait ou ce qu'il offre comme service dans les consulats à l'étranger. Ah, d'accord. C'est le bordel total. Ah, mais d'ailleurs, il y avait une réforme sous Harper de ça, hein, pour que les consulats soient comme transférés à l'ambassade de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. T'imagines. on reculait à 1968. Ben oui. Je le sais, parce que sur mon passeport canadien émis en 1967, c'était bien écrit que j'étais
un citoyen de Sa Majesté, Ah, ben voilà. et que si j'étais en difficulté à l'étranger, ce qui m'est arrivé, je devais recourir au service du consulat britannique. Ah, ben voilà. Et je dois t'admettre de dire que j'avais été extrêmement bien traité par le consulat britannique. Par l'Empire. Voilà. OK. Comme citoyen de l'Empire. Voilà. Peut-être, dernière chose, très brièvement, Richard, avant de passer à l'international, je voulais juste souligner le fait qu'il y a une espèce de radicalisation au Québec au niveau idéologique. Il y a un jeune auteur... Jérôme Blanchet-Gravel. Oui, Jérôme Blanchet-Gravel, qui, je pense, habite Québec, est venu à Montréal, est allé prendre un verre avec un ami dans un bar, et il s'est fait foutre dehors du bar parce qu'il est finalement un auteur critiquant le multiculturalisme, qu'il a tenu des positions plutôt laïques républicaines. Hein. C'est pas du tout quelqu'un qui est proche des courants identitaires. Moi, ce qui m'a surpris dans tout ça, c'est, je me suis dit, coudonc, les waiters sont devenus drôlement politisés et férus de littérature. Oui, mais c'est ça, moi aussi, j'ai trouvé ça surprenant. Comment se fait-il? Ben, probablement parce que ce sont des étudiants... c'est probablement ça. Oui, c'est près de l'UQAM. Donc, ces waiters-là, ces serveurs-là sont probablement des étudiants... Exactement. Probablement là, je comprends mieux. Tu comprends, de gauche, ils sont dans ces milieux-là. Et j'ai aussi eu des informations par la suite me disant qu'effectivement, c'était pas la première fois qu'il y avait des incidents à ce bar-là, qui s'appelle La Mer à boire, sur Saint-Denis, donc pas très loin de... La Mer, est-ce que c'est La Mer, M-E accent grave R-E? Oui. La Mer, L'-A-M-E-R? La Mer, L'-A-M-E, accent grave R-E. Okay. Comme quelque chose d'amer à boire. Et il y avait eu d'autres incidents là-dessus, même des gens qui avaient été dans ce bar-là et qui avaient été agressés. Je les salue d'ailleurs. C'est des gens qui tiennent une petite émission, une chaîne YouTube, Les Exilés. Et eux-mêmes avaient été dans ce bar-là et ont été agressés. Donc, il y a quelque chose de récurrent et on voit qu'il y a une sorte de radicalisation un peu de la gauche qui devient folle à Montréal. Et c'est assez inquiétant parce que quand même se faire foutre dehors pour des opinions politiques... Es-tu en train de me dire que la gauche perd les pédales? Complètement. Complètement, Richard. Et se radicalise dans une espèce de tourbillon, ça vire un peu à l'absurde. La gauche sociétale, mon Dieu. Ah ouais, non, c'est épouvantable. Imbuvable. C'est imbuvable. Et d'ailleurs, on va connaître ça là, avec le G7, hein? Ben oui. Ah, ben, ça va être la casse partout à Québec. Et on va, encore une fois, on va voir qu'il va y avoir une espèce de tolérance médiatique à l'endroit de ces gens-là. Et quand il y a... Au fait, la tolérance médiatique la semaine dernière à la manifestation de Roxane, là, la tolérance policière plutôt, est invraisemblable. Ah ben oui. Hein? Incroyable. Oui. Imagine-toi, là, que la journaliste qui s'est fait littéralement... agressé. Son caméraman s'est fait jeter à terre, son matériel s'est fait jeter à terre. La police n'a pas dit un mot. Oui, la journaliste canadienne-anglaise, là, qui, je pense, participait à des médias alternatifs, elle s'est trompée, en fait, de coin dans la manifestation. Hein. Parce elle a dit très franchement, lorsqu'elle a rejoint les nationalistes, tout allait à la perfection. Ben oui. Tout allait bien. C'est après. Et d'ailleurs, voilà, traitement médiatique, traitement policier, traitement médiatique aussi. Hein. S'il y avait, écoute, Richard, s'il y avait un homme de gauche, il y avait un homme de gauche qui faisait refuser, ou proche de Québec solidaire, peu importe comment on veut dire ça, qui se faisait refuser l'accès à un bar ou qui se faisait chasser d'un bar à Montréal en raison de ses opinions politiques, il y aurait un scandale. Or, quand c'est un homme relativement associé à la droite, parce que comme je dis, Blanchet-Gravel, il a des positions, je veux dire, très républicaines, laïques, françaises. Donc, c'est pas du tout quelqu'un qui est proche des mouvements ou des mouvances identitaires. Ben, ça serait un scandale, et là, tout le monde s'en fout. Bref. C'est des positions, comme on dit en anglais, middle of the road. Exactement. Exactement. Rien de très scandaleux. Non. Pas de quoi écrire à sa mère. Pas du tout. Ça nous permet peut-être de passer à l'international. À l'international, mon cher Richard. Et là, crise en Italie. Ah, voilà, la vache de crise. OK? Il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps. Il y a eu oui, mais en fait, ça a traîné, comme d'ailleurs pour l'Allemagne. Hein? Oui. L'Allemagne, ça a traîné 6 mois. Oui. Ben, des gouvernements de coalition, c'est ce que ça fait. Les Italiens ont été un petit peu plus rapides. Ouais. Alors, il y a eu un déblocage la semaine dernière qui a pris tout le monde par surprise en raison de la décision de Forza Italia, le mouvement de Berlusconi, de ne pas s'opposer à l'alliance qui était prête de gouvernement, qui était prête à conclure la Lega
et le Movimento Cinque Stelle, 5 étoiles. Oui. OK? Et donc, Saviano et l'autre, il s'appelle comment? Saviani et... oui, c'est... Ou Saviano, oui, c'est Saviano. Oui. Et Matteo... Salvini. Salvini, c'est ça, Salvini. Matteo Salvini. Voilà. Et donc, ils ont proposé finalement un gouvernement à la tête duquel il y avait ce professeur de droit de la faculté de Florence, M. Giuseppe Conte. Exact. Et le président Mattarella s'est opposé à la nomination, à la formation de ce gouvernement-là, parce que un de ses membres était un ancien gouverneur de la Banque centrale italienne, M. Paolo Savini, qui, lui, est très eurosceptique. Exact. Voilà. Alors, et il faut comprendre, excuse-moi Richard, parce que là c'est assez complexe pour des gens qui ne se connaissent pas trop. Ben déjà, le système politique italien est complexe, même quand on s'y intéresse un peu. Mais il faut rappeler que le président, en Italie, a une fonction qui est quand même un peu... honorifique presque. Ben c'est ça, un peu comme le gouverneur général ici. Hein. Ben oui. C'est-à-dire que officiellement c'est le chef de l'État. Dans les faits, concrètement, voilà, c'est plutôt une fonction honorifique. Ce qui est d'ailleurs le cas aussi pour un autre pays. Oui, remarque que on oublie souvent que le gouvernement général du Canada s'est retrouvé déjà dans la situation semblable au moment où il y avait des gouvernements minoritaires d'élus. Tout à fait. Okay. Il y avait eu des tractations sur le bloc qui allait participer à un gouvernement de coalition. Voilà. Tout à fait. OK? C'est là où on voit que c'est pas si honorifique que ça. Non, tout à fait. Alors, il faut... donc, finalement, la situation de l'Italie à cet égard-là n'a rien de vraiment exceptionnel. Ce qui, cependant, a été exceptionnel, c'est la réaction du président Mattarella, qui, se prétendant investi d'une mission particulière à l'endroit de l'épargne des Italiens, et non pas des Italiens eux-mêmes, de respecter leur choix démocratique, l'épargne des Italiens, on comprend que... C'est là qu'on comprend que l'épargne des populations appartient aux banques, pas aux populations. Ben voilà. Hein? L'épargne... Y compris même chez nous. OK? Parce que tu sais que nos banques, je le répète souvent, mais c'est parce que jamais les gens arriveront à se mettre ça dans la tête suffisamment, c'est que les banques peuvent se recapitaliser à même l'actif de leurs déposants. Bien sûr. OK? Bon. Ben, ça s'est vu dans quelques pays, d'ailleurs. Alors, tu comprends, oui. Et tu comprends dès lors que le président, lui, il parle au nom des banques quand il dit ça. En fait, oui. Hein, c'est ça, essentiellement. Bien sûr. Et des grands intérêts capitalistes de l'Italie. Ouais. Alors, quand il a vu qu'il y avait un blocage, le président a décidé de faire appel à un spécialiste financier, M. Cottarella, en tout cas, un nom comme celui-là, et pour l'inviter à former un gouvernement. C'est un ancien gouverneur du Fonds monétaire international et un ancien ministre de l'économie en Italie qui avait été surnommé M. Ciseaux. OK? Pourquoi? Parce que c'est très fort. Il coupe partout. Et alors, c'est lui que le président souhaitait, Mattarella souhaitait avoir comme premier ministre pour l'inviter à former un gouvernement intérimaire jusqu'à ce que des élections aient lieu en janvier prochain. Que d'autres élections aient lieu. Oui, c'est ça. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Non, et la Ligue et le mouvement 5 étoiles sont furieux. Ne veulent pas accorder leur soutien à la formation d'un gouvernement intérimaire et tiennent à ce qu'il y ait des élections tout de suite au mois de septembre prochain. Alors, la question qui se pose, c'est vont-ils être capables de renouveler leur entente, leur alliance? Oui. Et leur gain politique aussi. Et leur gain, et parce qu'il faut comprendre que tout ce jeu-là met en lumière, évidemment, des aspects auxquels les Italiens n'avaient peut-être pas nécessairement pensé. Notamment, entre autres, que depuis l'éclatement de cette crise, les taux d'intérêt sur les obligations italiennes de l'État italien, donc ces coûts de financement ont augmenté. Alors, peut-être que le président Mattarella, voulant défendre l'Europe, va être parvenu à ses fins malgré tout, même si
il n'a pas... Il ne respecte pas trop la démocratie. Il ne respecte pas la démocratie. On a quand même un peu l'impression que ça fait penser à la phrase de Juncker, qui était le président du Conseil de l'Union européenne, qui disait de toute manière, peu importe les élections, nous construirons l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on ne laissera pas les urnes et les Européens, les voteurs, les votants, les électeurs de l'Europe briser notre grand rêve européiste. Et c'est une déclaration qui avait été faite publiquement. Là. Oui, tout à fait. Et là, on voit où finalement... Jusqu'où ils sont prêts à aller. Oui, c'est-à-dire que, jusqu'où ils sont prêts à aller, c'est-à-dire un peu à bafouer la démocratie des États membres. Ouais. On célèbre ces jours-ci pour continuer leur un anniversaire du référendum de 1980. Est-ce que c'était 95 en Europe? Non, 2005. Oui, en France, voilà, bien sûr. Le référendum de 2005 où les Français avaient voté non. OK? Exact. Et 2 ans plus tard, Sarkozy, quand il avait été élu, avait complètement contourné la population et avait conclu le traité de Barcelone, qui allait à l'encontre de la volonté exprimée par les Français. Oui, c'était en fait le même traité, mais revoté 2 ans plus tard sans faire appel à un référendum. Donc ça avait été voté à l'Assemblée nationale française et puis entériné par le président. Donc effectivement, la volonté des Français avait été totalement bafouée. C'est d'ailleurs un des grands arguments que tenait le Front national pour la dernière campagne électorale, pour dire l'Union européenne, vous l'avez imposé aux Français qu'ils ne la voulaient pas. Mais je suis obligé de te dire qu'à la fin, Marine Le Pen s'est effondrée justement sur cette question de l'Europe et de l'euro. Surtout de l'euro. OK. Enfin, effondrée. Et elle s'est effondrée. Donc, disons qu'il y avait eu, il y a eu une ambiguïté à la fin de la campagne. Elle a reculé parce que les pressions avaient été très, très fortes. Oui, les pressions aussi, je dirais, enfin, bon, on va lancer le débat là-dessus, mais c'est vrai que pour les épargnants français, c'était quand même une source, disons, de stress. Surtout pour les retraités. Les rentiers. Ben ouais. Mais les rentiers, mais voilà, les personnes âgées... Non, quand je parle de rentier, il faut que tu comprennes que la notion de rentier est pas mal plus large que celle de retraité. Oui, bien sûr. Parce que c'est toute personne qui jouit d'une rente. Oui. Et il y a des rentes de situation, il y a toutes sortes de rentes. Oui, oui. Et ces gens-là, qui sont des rentiers et qui comprennent les retraités, mais pas uniquement les retraités. C'est un univers beaucoup plus large. Oui, bien sûr. Ces gens-là n'avaient pas intérêt. Ben non. OK? Ben non. Puis, ces gens-là sont puissants. Oui, entre autres. Alors, c'est eux qui runnent le show, comme on dit en bon français. Oui, et puis, bon, voilà. Mais on le sait de toute manière au Québec, même au Québec, c'est-à-dire que sur la question de la souveraineté et de l'indépendance, c'est toujours sur le plan des instabilités économiques que ça fait le plus mal, le mouvement souverainiste. Ouais. Hein, c'est toujours ce qui est le plus dangereux. Donc, c'est la même chose en Europe, c'est la même chose ici. Il reste que, vois-tu, la crise financière, la crise italienne, là, n'a pas fini de se déployer. Ouais. Et il y a des craintes qui ont été exprimées et qui s'expriment encore aujourd'hui quant à la possibilité qu'elle débouche finalement sur une crise financière générale à cause de la faiblesse dans laquelle se trouve à l'heure actuelle tout le système financier international, de la grande vulnérabilité, en raison de l'endettement et en particulier de l'endettement américain. Oui. Bon. Alors, on est sur le bord de quelque chose de gros, y compris même George Soros. Hier, il a fait avant-hier un discours assez intéressant en France. Je dois t'avouer que je préfère beaucoup George Soros quand il se fait analyste financier que quand il se fait militant et organisateur des ONG, disons. Des ONG douteuses et puis des révolutions de couleur. Oui, des mouvements, entre guillemets, démocratiques. C'est ça. Entre guillemets. OK? Mais comme analyste financier, je dois t'admettre qu'il est assez intéressant. Et le portrait qu'il a dressé dans ce... Oui, et d'ailleurs, on voyait que... il sait de quoi il parle, le monsieur. Hein? Oui, et il était quand même assez paniqué de voir un peu l'état de l'Europe actuelle et le fait qu'il y ait des mouvements que lui qualifie de populistes, eurocritiques. Oui. Et c'est intéressant parce qu'il a employé une formule très, très forte. Il y a en management américain une formule « If anything can go wrong, it will ». Ouais. OK?
Et si quelque chose peut aller mal, ça va y aller. Ça va arriver. Ouais, ça va arriver. OK? Et il a dit, dans ce discours-là, il a dit « Tout ce qui pouvait aller mal, c'est effectivement produit. Ouais. » Alors là, alors, autrement dit, là... ça fait un peu rigoler, venant de lui. Oui, ça fait... D'abord, oui, évidemment, bien sûr, il y a cet aspect-là. Mais, en même temps, tu te rends compte à quel point les événements ont pris un tour auquel ces élites-là ne s'attendaient pas du tout. Oui, peut-être la réaction populaire. Bien, entre autres, la véhémence de la réaction populaire et le fait qu'elle est en train de prendre un tour absolument incontrôlable. Ouais. OK? Et ça c'était intéressant de le voir. Tout ce qui pouvait mal aller, c'est effectivement produit. Pour eux, en tout cas. Pour eux. OK? Alors... Ah oui, non, mais on s'en va. D'ailleurs, hein, ça fait penser, on a parfois de la difficulté à réfléchir de l'époque dans laquelle on est, parce qu'on est dans cette époque, mais bientôt, ce sera les années 20, hein? Oui. Dans 2 ans, on tombe en 2020, bientôt 2030, dans pas très longtemps, une dizaine d'années. Et je pense que les décennies qui viennent, notamment en Europe, vont être assez mouvementées. En termes politiques, en termes financiers, en termes même sociaux. Je pense qu'on va connaître des années je dirais, où les plaques tectoniques de la politique vont tourner. Ouais. J'ai lu cet après-midi un article d'un journaliste américain sur un site qui s'appelle Consortium News. C'est un site qui regroupe des grands journalistes de carrière, mais qui est totalement indépendant. Et il y avait un article, en fait, l'article en question portait sur les effets du néolibéralisme sur l'économie italienne. Mm-hmm. Et il expliquait, il montrait, à l'aide d'exemples, comment tout le tissu industriel des PME et des ME italiennes là, avait été complètement démoli, et comment les villages, les petites villes du nord de l'Italie se trouvaient littéralement abandonnées et à se rechercher une nouvelle mission. Et c'était tragique. Et tout ça parce que l'imposition des règles de l'euro et du marché européen empêche l'Italie de faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire de dévaluer occasionnellement sa monnaie. Ouais. Si l'Italie avait pu continuer à faire ça, eh bien... elle aurait pu protéger son tissu industriel. Elle aurait pu non seulement le protéger, mais le développer, comme elle le faisait d'ailleurs très bien. OK? Et c'est très intéressant de noter que depuis l'entrée en vigueur de l'euro, la croissance économique en Italie a été voisine de 0. Okay? Mais ça, c'était ça, c'était, comment je dirais, c'était le prix, entre guillemets, là, je dis, le prix à payer pour la zone euro. Hein, c'était l'alignement de l'euro un peu sur Deutsche Mark. Donc, ça correspondait aux besoins économiques allemands, mais pas nécessairement aux besoins économiques des autres pays. Des Italiens, non. C'est certainement pas des Italiens. Non. Alors, c'est désastreux. Et puis, il faut comprendre que c'est le même problème qui se pose en Espagne. Oui. C'est le même problème qui se pose en Portugal. Tout à fait. Et dans une moindre mesure en France. En moindre mesure en France, encore que la Française ait subi, elle aussi, de graves coups. Et d'ailleurs, il faut comprendre que s'il fallait que l'Italie s'effondre aujourd'hui, là, les deux seuls pays qui seraient en position de pouvoir faire quelque chose pour... c'est l'Allemagne et la France. C'est les deux premiers partenaires de l'Union européenne. Oui. Et en fait, la France, elle n'est pas du tout en mesure de le faire. Non. Financièrement, elle n'est pas en état. Tout à fait. OK? Et les Allemands le sont, mais pour eux, il n'y en a pas question. Ben voilà, ils ont déjà goûté... OK, c'est ce qui a amené un groupe de 150 économistes allemands au cours des derniers jours de recommander carrément qu'un pays puisse se retirer de l'euro. Parce qu'ils ne veulent pas payer. Ben, ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas payer encore. En fait. Encore. Alors, tu vois là la façon dont la partie se joue. Oui, ça joue très dur. Et d'ailleurs, très dur. L'Italie, c'est pas la Grèce, hein, c'est-à-dire c'est la troisième économie de l'Europe. OK, donc c'est pas un petit morceau. Puis la Grèce avait des problèmes structurels lourds que n'a pas. Oui, exactement. Que l'Italie. Que n'a pas l'Italie. OK.
Corée? Oui, finir à l'international. Corée, sommet entre les deux chefs d'État, la Corée du Nord et la Corée du Sud, en préparation de peut-être le sommet nord-coréen avec les Américains. Oui. On a vu que ça flottait. Ça flottait. OK, mais... Il y a un peu de théâtre. Alors, c'est ça. Alors, la question, c'est de savoir qui joue à quoi. Oui. Des fois, c'est un peu difficile. C'est difficile. Demain, mais très intéressant, M. Lavrov, oui, le ministre des Affaires extérieures de Russie, est à Pyongyang. Bon. OK? On prépare le sommet. Quoi. On prépare le sommet avec... il va rencontrer là, son homologue nord-coréen. Entre-temps, il y a un militaire de haut rang du régime nord-coréen qui est en visite à New York. Puis, il y a un drôle de jeu qui se manigance. Et la question, c'est de savoir quel jeu joue exactement Kim Il-jong. À l'heure actuelle, c'est pas évident. Ouais. Okay? Parce que c'est d'amadouer les États-Unis. Il est clair que lui, à l'heure actuelle, là, il considère qu'il a fait ses preuves, qu'il a démontré que... Oui, il a commencé même à démanteler des sites d'enrichissement nucléaire, okay? Enfin, d'enrichissement de l'uranium. Mais en même temps, il faut comprendre que la Corée ne peut pas fonctionner seule, et c'est sans doute ce que lui ont dit à la fois les Chinois et les Russes. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, les Russes ont dit, écoutez, on va vous aider, on est prêt à vous aider. On va vous aider à soutenir le régime parce qu'il faut comprendre que ni les Russes ni les Chinois n'ont intérêt à l'effondrement du régime nord-coréen. Ça leur permet de garder les Américains un peu à distance. À quelques kilomètres. OK. Et c'est important pour eux. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé au Congrès américain, Richard. Très intéressant. Sur une loi empêchant Trump de déclarer la guerre à l'Iran ou même de frapper l'Iran. C'est ça. Alors, il faut comprendre qu'en vertu de la Constitution américaine, traditionnellement, ce n'est pas le président qui a le pouvoir de déclarer la guerre, c'est le Congrès, par voie de résolution. Ouais. Et on se souviendra que, par exemple, dans le temps du Vietnam, il y avait eu de grandes discussions sur la fameuse résolution du Tonkin. Du golfe du Tonkin, là, pour obtenir justement le consentement du Congrès à l'invasion, finalement, parce que c'est ça qui s'est produit, du Vietnam par les Américains. OK? Mais là, il y a deux choses qui se sont produites qui sont vraiment ahurissantes. Okay? La première, c'est que le Congrès a rappelé que c'est lui qui avait cette prérogative-là. Ouais. OK? Et il a adopté une résolution confirmant, très, très ferme, interdisant au président. Ça va jusque-là. Et ce qui est encore plus particulier, c'est que c'est à l'unanimité. C'est à l'unanimité. Alors, ça veut et dire en même temps... Les républicains. C'est ça. Écoute, c'est tellement fort, là, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont intérêt. Il y a le lobby sioniste aux États-Unis qui a intérêt, qui voudrait que les États-Unis déclarent la guerre à l'Iran. Bien sûr, les néoconservateurs, même des gens dans l'armement, j'imagine que ça doit être assez nombreux. Et ça va plus loin. Ouais. Il s'est passé un autre phénomène là, qui est complètement passé sous le radar. La semaine dernière, il y avait une résolution devant le Congrès visant à autoriser les États-Unis à reconnaître la souveraineté d'Israël sur les territoires conquis en 1968 en Syrie, dans le Golan. Oui, donc le plateau du Golan. Le plateau du Golan. Que contrôle Israël, mais qui n'est pas officiellement annexé, rappelons-le. Voilà. Alors, cette résolution-là était présentée comme allant de soi, puis qu'elle allait être passée comme une lettre à la poste. Mais il s'est produit quelque chose qui a empêché ça, qui a fait dérailler complètement ce processus-là. En vertu des règles au Congrès américain, ces résolutions-là sont présentées à la discrétion du speaker. OK? Qui est un peu, de la Chambre. Oui, qui est finalement un peu le président de la Chambre de l'Assemblée. C'est ça. Le président de la Chambre de l'Assemblée. Le président en question s'appelle... Ryan. Paul Ryan. Et il a annoncé, il y a 2-3 semaines, qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections. OK? Citant des raisons familiales. Ouais. Bon. Et d'un seul coup,
c'est lui, à lui tout seul, qui fait dérailler la demande, finalement, israélienne. La demande israélienne. Ouais. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est s'il avait eu l'intention d'avoir poursuivre sa carrière politique... Il n'aurait peut-être pas fait ça. Il aurait-tu fait ça? Il n'aurait certainement pas fait ça parce qu'il aurait eu le lobby juif sur le dos immédiatement. Ouais. En même temps, regarde ce qui se passe là avec le Congrès. Ben oui. C'est-à-dire qu'il y a comme des plaques tectoniques. Là, ils sont en train de bouger. Ouais. Et même aux États-Unis, il y a des gens qui commencent à comprendre que l'association trop directe avec Israël nuit aux intérêts américains. Oui, mais dans le cas de l'Iran, on peut quand même se poser des questions. Hein. C'est-à-dire que est-ce que vraiment l'Iran représente une menace mondiale? Non. L'Iran, à la limite, représente une menace pour des intérêts israéliens et saoudiens dans la région. Et encore. Et encore! Bon. Parce qu'ils n'ont pas véritablement d'ambition territoriale. Ben non, mais à la limite pour l'Arabie Saoudite, avec des minorités chiites, avec ce qui se passe au Yémen, on parle peu du Yémen, mais il y a des rivalités au Yémen. Les Iraniens n'ont pas d'ambition territoriale. Ils n'ont pas d'ambition territoriale. C'est pas dans leur histoire. Non, mais... Ils n'ont pas ça dans leur... C'est vrai, mais par contre, ils ont quand même des réseaux assez forts, notamment avec le Hezbollah. Des réseaux d'influence. Des réseaux d'influence. Bon, mais écoute, il faut comprendre que la notion de réseau d'influence est née justement dans ce coin-là du monde. Bien sûr. Tu sais, je veux dire, les premiers réseaux d'influence, c'était ceux des Phéniciens en Méditerranée. Ah oui, bien sûr. Hein? Ah bon. Oui, là, tu remontes à l'Antiquité, bien sûr. L'histoire, c'est l'histoire, il faut la connaître. Bien sûr. OK? Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, là. Non, tout à fait. Même à l'époque ottomane, avec les liens avec la France, les concessions avec les minorités chrétiennes. C'est ça. C'était des relais d'influence des puissances européennes au Proche-Orient. Écoute, c'est assez connu. Rien de nouveau sous le soleil. Non, rien de nouveau sous le soleil. De toute manière, le Proche-Orient, c'est toujours assez complexe. Et puis, l'Iran ne constitue pas une menace territoriale pour qui que ce soit. Non, en tout cas, certainement pas pour les États-Unis. Non. Ça, c'est clair. Est-ce que... Veux-tu terminer là-dessus, Richard, ou as-tu un dernier sujet que tu veux aborder? Non, je pense qu'on y a les autres, mais bon, c'est à côté de ce qu'on vient de discuter, c'est pas mal... on rebondira... la semaine prochaine. Oui, puis bon, voilà, l'actualité est assez riche. Voilà, alors, Alexandre, vu que tu signales la fin de la récréation... merci d'avoir été avec nous encore une fois ce soir. Merci. Oui. Et merci à vous tous. Bonne semaine à vous tous. Et on vous rappelle que c'était l'édition de Point de bascule du mercredi 30 mai 2018. On est rendu en été, avant le temps. C'est ça. Et puis, pour vous que ça dure, comme disait Laetitia Bonaparte. Voilà. Merci à tous.